parler avec Jérôme Peridji qui va animer cette session. Jérôme, vous êtes le rédacteur en chef adjoint de LSA. Je vous invite à me rejoindre et à inviter vos différents intervenants sur scène. Et on se retrouve dans une 50aine de minutes pour des questions-réponses. À tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. C'est gentil. C'est gentil de faire la claque. Bonjour à toutes et à tous. Il n'y a pas que SES Imagotag qui fait la techno, vous allez voir. Il y a les 3 partenaires qui l'accompagnent, qui sont aussi des grands férus de technologie. Puis je pense que tout à l'heure, il y avait un peu de techno avec Alibaba quand même s'ils vendent de tout. Il y a aussi un petit peu de techno dans leur site. Cette table ronde, on va dire qu'on a 1 heure, parce qu'il y a eu un large débord. J'en profite pour raboter un peu de temps. Cette table ronde va concerner 4 acteurs, 4 partenaires autour de projets retail très intéressants et très novateurs. Et on va essayer d'aborder le commerce unifié. Alors on va expliquer un peu ce que c'est que le commerce unifié. On parle de commerce augmenté, de commerce connecté, de commerce unifié. On va essayer de trouver un peu du sens à ce maquis de terminologie. Et je vais inviter d'abord Claude France, directrice générale des opérations de Worldline, à nous rejoindre. Alors on vous expliquera au fur et à mesure. Bonjour Claude. Bienvenue, on vous expliquera au fur et à mesure ce que font chacun des acteurs, mais Worldline, c'est un grand spécialiste du paiement sous toutes ses formes. C'est bien résumé. Bon, ça va. J'ai bon jusqu'à maintenant. Deuxième acteur, Jean-Marie Simon, le CEO d'Atos France. Alors Atos, bienvenue. Installez-vous, asseyez-vous, je vous en prie. Atos, c'est un spécialiste de la data. On résume, mais c'est ça. Troisième invité, Philippe Loeb, VP CPG Retail, j'espère que je le dis bien à l'anglaise, de Dassault Systèmes. Alors Dassault ne fait pas que des avions, il va nous l'expliquer. Il fait aussi beaucoup de 3D, grâce aux avions notamment. Asseyez-vous, Philippe, je vous en prie. Et de la modélisation et de la visualisation 3D pour la distribution et pour les industriels, ce qui est très intéressant. Et dernier acteur qui est aussi la puissance invitante, Thierry Gadou, PDG de SES Imagotag. Voilà. Alors SES, basiquement, c'est de l'étiquette électronique, mais derrière le basique se cache beaucoup d'intelligence. Donc on en parlera ensemble tout à l'heure. Alors cette table ronde, elle est destinée quand même à dégager, je m'assieds, les enjeux stratégiques de la distribution, à l'ère du commerce unifié, connecté, etc. L'idée du commerce unifié, je ne sais pas si vous allez me reprendre là-dessus, c'est qu'il ne va plus y avoir de silos demain. Les différents silos qu'on pouvait avoir avant entre la logistique, le web, le digital, le numérique, le magasin, tendent à s'estomper, ou en tout cas à être mis en cohérence et à se fluidifier. On va essayer de parler de ça parce qu'il y a des exemples concrets en magasin autour de ces 4 acteurs. Moi, j'avais une petite intervention, mais très rapide. Je ne voudrais pas prendre le temps qui est imparti à tous les invités aujourd'hui, sur la révolution du commerce. On m'a dit, Jérôme, tu as 5 minutes, même pas 2 minutes pour nous parler de révolution du commerce. Je me suis gratté la tête, je me suis dit, bon, la révolution du commerce, à la rigueur, je pourrais en parler il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc. Puis j'ai réfléchi. Et j'ai commencé à lister, je suis quelqu'un de très concret, j'ai commencé à lister un peu tous les exemples de magasins innovants qui sont sortis au cours des derniers mois. Et puis finalement, ça a commencé à avoir du sens. Il y a le boulanger d'Opéra, par exemple, qui a ouvert il y a quelques mois, boulevard des Capucines, je crois, qui est tout en techno, très impressionnant. Le Sephora Flash, qui est aussi assez impressionnant. L'Intermarché d'ici, les Moulineaux, l'Intermarché Express, on va en parler puisque les 4 acteurs ont contribué au moins à sa renaissance digitale ou à sa naissance digitale. Le Décathlon d'Anglos, même s'il a évolué, qui était très innovant. Le Carrefour qui va bientôt être inauguré, ou en tout cas en pleine rénovation de Villiers aussi, qui nous réserve beaucoup de technologies. Le magasin Undies avec ses fameux petits bolides comme les télégraphes pour se faire livrer ses produits. C'est vraiment très impressionnant. Voilà. En quelques mois, en fait, ce que je voulais vous faire constater ou partager avec vous, c'est que les concepts ont vraiment vécu, les concepts de magasins ont vécu une vraie révolution. En fait, on est passé de l'ère du test à l'ère des pilotes, de la vraie concrétisation. Et j'aimerais qu'on puisse en parler avec les 4 acteurs qui sont là aujourd'hui. Ce qui m'a intéressé aussi dans la démarche, c'est qu'en fait, on se retrouve avec 4 acteurs qui ne sont pas concurrents, mais partenaires dans des développements
dans des développements communs et ils vont nous l'expliquer, notamment à travers le premier magasin connecté. Il paraît que c'est une première mondiale, l'Intermarché Express d'ici les Moulineaux. Et je pense qu'ils vont, ils vont nous l'expliquer. Pour commencer, je vais donner la parole, je suis désolé, je vais donner la parole à Thierry Gadou, donc PDG de SES Imagotag. Je disais en préambule, SES, c'est avant tout des étiquettes électroniques, mais c'est bien plus que ça, et ce qui explique que vous êtes ici aujourd'hui avec ces 3 partenaires. Qu'est-ce que ça offre aujourd'hui, ce monde de l'étiquette électronique, et qu'est-ce que ça offre aux distributeurs et aux industriels en perspective, déjà en résultat, en test concret aujourd'hui, en perspective demain? Oui, alors, d'abord, bonjour à tous. En 2 mots, SES Imagotag, c'est vrai qu'on est connu pour les étiquettes électroniques parce qu'on les a inventées il y a 23 ans et qu'on est le numéro 1 mondial, mais notre solution va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, SES Imagotag, c'est une solution... C'est une entreprise technologique qui est spécialisée dans des solutions digitales pour le commerce physique. C'est-à-dire que notre métier, c'est d'aider les commerçants à mieux utiliser les technologies numériques pour faire de leurs points de vente des points de vente plus efficaces, plus efficients et surtout des environnements connectés, interactifs, qui communiquent avec leurs clients et qui leur offrent plus de services et qui leur apportent plus d'informations. En quelques chiffres, SES, c'est une entreprise de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une entreprise de croissance forte, 40% l'année dernière, probablement plus de 40% cette année, et depuis 10 ans, 25% par an en moyenne. On a 12 000 magasins installés. Donc le digital en magasin, nous, ça fait longtemps qu'on l'installe. 150 millions d'étiquettes électroniques qui gèrent 3 milliards de prix par an. Voilà pour SES, et on a une centaine d'enseignes et on aide ces enseignes à réussir leur transformation digitale. Alors l'étiquette a beaucoup changé. L'étiquette, c'est l'Internet des objets par excellence. C'est un petit connecteur, c'est un morceau d'électronique qui est près de chaque produit. Donc c'est le maillage électronique, c'est la plateforme, l'infrastructure digitale de précision du magasin. Et c'est ce qui va permettre de faire plein d'applications qui, notamment avec un certain nombre de partenaires, permettent de transformer l'objet physique, l'actif physique du magasin en un objet digital aussi, et qui permet effectivement d'en optimiser complètement la gestion et d'apporter une expérience client qui est radicalement différente, puisque pratiquement toutes les techniques du e-commerce, on les transpose dans le commerce physique. Voilà. Je pourrais parler très longtemps, donc oui. Je m'arrête là. Nous avons... Alors, comment vous voyez le commerce? On a parlé des 5 ou 6 exemples que je vous ai cités. Comment vous voyez l'évolution du commerce dans le monde aujourd'hui? Parce que vous avez quand même beaucoup de clients, Worldwide. Oui, on a une centaine d'enseignes à la fois alimentaires, non alimentaires dans 50 pays. Moi, je fais plusieurs fois par an le tour du monde. Ce qui me frappe, en fait, c'est 2 points communs. C'est en fait un point d'inflexion. Aujourd'hui, le commerce physique ne va pas très bien, il faut le reconnaître, et c'est vrai dans le monde entier. C'est vrai en Angleterre, en Allemagne, c'est vrai en France. On le voit dans les capitalisations des groupes cotés. On voit que le chiffre d'affaires n'est plus au rendez-vous. On voit que la guerre des prix fait rage partout, que les marges sont en baisse. Et puis évidemment, Internet grignote des parts de marché sur le magasin physique. Donc ça ne va pas bien, et en même temps, je suis frappé, moi je suis convaincu que le commerce physique a mangé son pain noir. C'est-à-dire que les choses sont en train de s'inverser. D'abord, les commerçants ont contre-attaqué. Ça fait 10 ans qu'ils rentrent sur le digital, qu'ils sont devenus multicanaux, qu'ils ont racheté des pure players. On ne sait pas souvent ça, mais il ne faut pas oublier un chiffre qui est important. Aujourd'hui, sur les 50 premiers e-commerçants mondiaux, il n'y a plus que 20% de pure players. Donc déjà, les commerçants traditionnels, les brick and mortar, ont déjà gagné cette bataille du multicanal. Mais il faut qu'ils aillent plus loin parce qu'aujourd'hui, ils ont malheureusement le double coût des réseaux physiques qui coûtent très cher. Je vais y revenir une seconde. Et en même temps, des canaux digitaux qui sont pour l'instant un peu en silo. Donc ils n'ont pas de synergie. C'est ce qui pèse sur leur compte d'exploitation. J'aurais juste rappelé un chiffre qui est important à avoir en tête. Entre 1 euro de chiffre d'affaires en ligne et 1 euro de chiffre d'affaires en magasin, il y a 3 fois plus de main-d'œuvre, de coûts de main-d'œuvre, et 3 fois plus de taxes qui pèsent. Il n'y a pas très longtemps, un patron de la grande distribution française a dit les magasins sont les assignés à résidence fiscale de l'économie française. Bon, et ils en payent un lourd tribut. Donc il y a un handicap, et en même temps, je suis convaincu que c'est par le magasin, en fait, que cette situation va totalement s'inverser. Moi, je crois que le commerce de demain sera un commerce omnicanal, sera un service omnicanal, où le magasin sera à nouveau au cœur de ce service, et que c'est en faisant
en fécondant en fait le magasin physique, cet actif physique par le digital, qu'on va le revitaliser, qui va devenir la force, la nouvelle force des commerçants. Je crois beaucoup à un nouvel âge d'or du magasin physique. Et comment justement ils vont rebondir ces retailers physiques? Juste une petite question technique, petite remarque. On avait une télécommande, je crois, pour passer des slides. Si on pouvait nous la donner, ça serait Non, pas mais mal. en l'occurrence, là, c'est bien. Vous Il voyez, passe. on a 20 ans de transformation digitale du commerce. Ouais. D'abord les pure players, ensuite les tontons flingueurs qui sont revenus et qui ont développé les canaux digitaux et qui aujourd'hui représentent 80% des pure players, des 50 premiers pure players mondiaux. Le deuxième e-commerçant américain, c'est quand même Walmart. Et on sait qu'en France, ils sont particulièrement bons. Toutes les enseignes en e-commerce, Leclerc, Fnac, Darty, etc. Et puis, mais par contre, la nouvelle transformation, ce nouvel âge d'or, c'est la convergence. C'est la convergence omnicanal. Et ça va être un atout très fort qui va faire que les commerçants traditionnels vont être les grands gagnants de cette nouvelle phase, disons, de la transformation du commerce. Alors, convergence omnicanal, digital, qu'est-ce que ça va apporter aujourd'hui aux distributeurs, le digital? Alors le digital, on en parle beaucoup. Non, merci de cette question, Jérôme, parce que je sais qu'en plus toi tu es un sceptique, parce que tu me dis souvent le digital, sceptique. on voit jamais les gens utiliser leur smartphone dans les magasins. Moi je crois que c'est tout sauf pour téléphoner. Non mais c'est tout sauf un gadget, le digital. C'est pas utiliser un smartphone dans un magasin, c'est utiliser les technologies numériques pour travailler complètement différemment. C'est à la fois en interne sur les process et c'est aussi dans la communication avec le client. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, pour un commerçant, il est extrêmement difficile de savoir quel consommateur est dans son point de vente, ce qu'il y fait, ce qu'il y cherche. De la même façon, c'est très difficile de savoir quels sont les produits sur ces étagères précisément, le nombre de facings, est-ce qu'il y a des ruptures ou pas. C'est extrêmement compliqué. C'est des choses qui sont tout à fait naturelles. Dans l'e-commerce, tout est tracé, on a de la data. Il y a une pauvreté, il y a une frugalité de la donnée dans le point de vente physique qui est un problème et qui freine la performance. Le digital, ça sert à ça. La solution à ce problème, c'est les technologies numériques qui vont apporter toute cette data et permettre de gérer avec beaucoup plus d'efficacité, mais aussi beaucoup plus d'interactivité et beaucoup plus d'informations vers le client, tout ce point de vente physique. Et on ne fait pas ça avec simplement du logiciel. La clé de la digitalisation du point de vente physique, c'est l'Internet des objets. L'Internet des objets, je vais essayer de résumer ça en une phrase, appliqué au magasin physique, qui est notre domaine. Nous, on s'intéresse qu'au magasin physique. Bon, c'est notre biais, on va dire. Mais l'Internet des objets dans le magasin physique, ça veut dire que hier, c'est le client qui parlait du magasin et demain, c'est le magasin qui parlera du client. Bon, parce qu'il est bourré de capteurs, d'intelligence, etc. Et donc, ça va donner énormément de moyens au magasin pour optimiser ça. Donc, c'est du concret. Et effectivement, ça utilise beaucoup le smartphone aussi. Alors, quel est votre rôle, vous, dans cette transformation digitale? Et puis, pourquoi vous avez cet écosystème? C'est comme ça que vous le baptisez avec ces trois partenaires qui sont aujourd'hui sur la table ronde. Cet écosystème est extrêmement, on le voit, c'est un écosystème parce que c'est une chaîne de valeur. Ce qu'on est en train de créer, et je pense que cette année sur Equipmax, ce n'est pas une innovation, ce n'est pas des innovations comme chaque année, c'est vraiment une révolution qu'on montre et une vraie révolution qui touche le point de vente physique. On est en train d'inventer, justement de répondre à ce problème de la frugalité de la donnée, on est en train d'inventer la chaîne de valeur de la data dans le commerce physique. Et cette chaîne de valeur, elle a un écosystème naturellement. C'est-à-dire qu'il faut produire ces données, il faut les capter, il faut ensuite les traiter, il faut les représenter le plus visuellement possible, le plus ergonomiquement possible. Et là, on voit très très bien dans toute cette chaîne de valeur le rôle des acteurs. Si vous passez sur le stand, ce que je vous invite tous à faire, c'est impressionnant. Vous avez sur le stand, enfin il y a beaucoup d'innovations, mais celle qui je pense est la plus ébouriffante, c'est que vous avez un magasin virtuel, vous croyez qu'il est virtuel, en réalité c'est le jumeau digital d'un magasin physique qui est à 2 km d'ici, d'un supermarché, et qui est littéralement reproduit en temps réel avec l'ensemble de ces données sur le point de vente. Je pense que ça préfigure complètement le commerce de demain. Nous là-dedans, notre rôle, c'est en fait de digitaliser le monde réel. C'est l'Internet des objets, c'est-à-dire que notre plateforme, notre infrastructure, c'est une infrastructure digitale de précision qui couvre le magasin, qui maille le magasin de ces capteurs, de ces connecteurs, aussi de ces afficheurs digitaux et qui permet effectivement de produire cette donnée, charge à plein de partenaires dans notre écosystème. Et là, on travaille depuis longtemps avec Atos, avec Worldline, avec Dassault Systèmes, de fournir beaucoup d'applications de cette donnée et qui permettent de changer la manière de gérer le commerce physique.
commerce physique qui est essentiel pour nos économies, je le rappelle, 20% du PIB, 20% des emplois dans un pays comme la France et dans toute l'Europe. Et puis les gens adorent les magasins, donc il faut les défendre. Merci Thierry pour cette présentation et cette mise en cadre en fait de la révolution digitale qu'on est en train de vivre. Donc deuxième acteur important de la chaîne de la valeur, Atos, avec Jean-Marie Simon, CEO d'Atos France. Atos, c'est le leader des services numériques en Europe, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 100 000 collaborateurs, 72 pays. Bon, grosse boîte, spécialiste de la data. Et qu'est-ce que la data aujourd'hui en distribution? Qu'est-ce qu'elle apporte? Parce que je vous disais en propos liminaire, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier. Il y a 20 ans, on parlait de big data, de data mining, etc. De data mining, on ne parlait pas de big data. Après, c'est devenu le big data, le small data, etc. J'ai l'impression que la data, on en parle tout le temps, mais on ne la voit pas beaucoup. Donc, est-ce qu'enfin, ça se concrétise et comment? Tout d'abord, merci à Thierry de nous avoir invités. Et Thierry a bien reprécisé le cadre je veux dire, dans lequel s'inscrivent les évolutions technologiques. Aujourd'hui, le problème des principaux commerçants était de fidéliser les clients qui viennent chez eux. Et bien souvent, ils venaient chez eux, ils regardaient un petit peu ce qui se passait, ils retournaient à la maison et ils utilisaient d'autres canaux pour commander. La technologie, elle est importante là dans le cadre de la fidélisation et de l'acte d'achat directement dans le magasin. Et si je reprends l'exemple, je dirais, poussé par Thierry, qui est l'étiquette intelligente, l'étiquette connectée, c'est vraiment l'arrivée de l'Internet des objets, de l'Internet du tout, qui est véritablement l'élément moteur pour faire en sorte qu'aujourd'hui et demain, dans un environnement multicanal, le magasin reste l'endroit où on fait nos courses et où on achète. Alors, comment on peut aider quels sont les leviers? Le premier, c'est contrairement à ce qu'on pouvait dire il y a quelques années, on a fait d'énormes progrès et Atos est un des leaders en la matière, à développer des machines qui sont capables, en temps réel, de traiter ces informations. Le grand problème que nous avions jusqu'à présent, c'était qu'on accumulait des données, on les accumulait, et on était capable bien souvent de faire du travail a posteriori. 6 mois plus tard, on pouvait faire des analyses. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ce qui est important, c'est de pouvoir réagir immédiatement. Et ce qu'il faut comprendre par cela, c'est souvent des images qui parlent à tout le monde. Il y a 30 ans, il y avait déjà des supercalculateurs. Ils étaient quelque part. On les utilisait pour faire du calcul scientifique. Aujourd'hui, vous avez dans l'iPhone ou d'autres 6 la même puissance de calcul que ce que nous avions à disposition il y a 30 ans. Et ça évolue en permanence. Et aujourd'hui, on arrive à parler d'hexaflops, donc de machines qui sont capables de faire 1 milliard d'opérations par seconde. Donc qu'est-ce que la technologie apporte aujourd'hui véritablement à cet enjeu que Thierry a décrit? Bien évidemment, la capacité de traiter l'information en temps réel, de pouvoir apporter cette information aux décideurs que sont aussi bien d'un côté les clients que de l'autre côté l'ensemble des enseignes, l'ensemble des commerçants qui ont besoin de cette information pour pouvoir réagir très rapidement. Donc nos métiers, nous, en tant que technologistes, ça n'a pas été uniquement de développer ces machines-là et Atos est le seul aujourd'hui fabricant européen de ces supercalculateurs qui sont utilisés par la météo, par exemple, mais également donc, dans l'analyse des données pour des magasins dits connectés. Mais ça a été de comprendre comment on peut utiliser ces données en temps réel. Donc de pouvoir véritablement marier la connaissance d'un métier, d'un processus, avec la connaissance intégrée de la puissance de calcul pour pouvoir apporter ces éléments de réponse immédiats. Je vais donner un autre exemple dans le cadre des Jeux Olympiques. Je crois que vous êtes partenaire des JO depuis Oui, on est partenaire des Jeux Olympiques depuis plusieurs éditions plutôt. Depuis 2002 et jusqu'à 2024. Donc on traite en moins d'une demi-seconde la distribution de toutes les informations à toutes les radios, les télés, l'ensemble des médias.
Et un phénomène qui est assez étrange peut-être, mais qui est également très parlant, le fait d'avoir rajouté l'épreuve du golf aux Jeux Olympiques de Rio a multiplié par 2 le nombre de données. Alors ça m'a bluffé. Je ne vois pas pourquoi Oui. le golf a multiplié par 2 les données. Parce que quand vous avez le golf, non seulement il y a l'information du nombre de coups, etc., mais ensuite il y a les distances, il y a toute la problématique qui est liée au golf et aux spécialistes du golf. Puisque, encore une fois, on ne distribue pas simplement l'information de dire vous avez aujourd'hui vous êtes à moins 2 sous par, etc. Vous avez toutes les informations qui concernent le nombre de coups, etc. Et puis ensuite le type de golf que vous avez utilisé, de club que vous avez utilisé, etc. etc. Ce qui fait que Après tout, ça peut s'appliquer au commerce. Hein. On fait 100 mètres ou 20 mètres pour aller à un produit, C'est etc. bien pour ça que je dis que ce qui est important, c'est pouvoir traiter l'information. Et Atos est vraiment leader en la matière. Et c'est pour ça qu'il y a un devenir énorme de pouvoir utiliser l'ensemble de ces informations connectées pour pouvoir faire en sorte que je me rende chez une enseigne, je trouve mon produit et je concrétise mon achat directement. Et puis, si je fais des campagnes au niveau d'une enseigne, je suis capable de pouvoir rapidement changer l'ensemble de mes étiquettes, de rechanger, et on va revenir dans quelques instants sur ce problème-là, tout ce qui est achalandage de mon magasin pour pouvoir mettre en avant un produit plutôt qu'un autre, parce que je sais que c'est ceci, on peut le faire également uniquement si on crée un climat de confiance. Quand on parle données, on parle sécurité souvent. Sécurité, parce que si vous n'avez pas confiance que l'opérateur va gérer votre information, vos données en toute sécurité, vous perdez beaucoup de ces avantages. Et donc là, c'est pareil, on est un des leaders qui met à la disposition à la fois des commerçants, des fabricants d'objets connectés, mais également l'ensemble des clients, cette confiance, cette confidence que nous allons donc les traiter sereinement. Pareil, je reprends un exemple par rapport aux Jeux Olympiques, parce que c'est tout récent, ça date de quelques semaines. On a eu à gérer plus de 400 événements par seconde de sécurité, sans aucun problème. Parce qu'on sait comment les gérer, comment manipuler tout cela. Et dernier point, c'est bien évidemment ce qu'on appelle le back-office, parce qu'il faut être capable, derrière, de gérer l'ensemble de ces informations avec des liens qui sont également des systèmes de gestion ou d'autres systèmes. Et par exemple, pour un des grands distributeurs de chaussures de sport, on a développé avec eux un mur connecté qui est ni plus ni moins également qu'une sorte d'objet, je dirais, de grande étiquette électronique, hein, et la capacité donc de pouvoir mettre en temps réel à jour les stocks par pointure, par type de chaussures, et pouvoir faire le réassortiment qui est nécessaire. C'est Adidas, non? C'est Adidas, oui. C'est Adidas. Oui. Voilà, et donc si vous allez aux Champs-Élysées, au magasin de Champs-Élysées, vous pouvez voir ce genre je dirais, d'équipement. Donc pour nous, technologistes, c'est être capable de fournir les équipements, la technologie, les algorithmes pour traiter et faire en sorte que le big data devienne une réalité opérationnelle instantanée, dans un environnement sécurisé et avec une excellence de disponibilité de l'ensemble quasi instantanée. Alors, si on prend l'exemple d'ici les Moulineaux, qui quand même vous réunit tous les quatre, puisque vous avez bossé tous les quatre sur la digitalisation du magasin et plein d'autres choses, concrètement, votre rapport, ça a été quoi? Écoutez, tout d'abord, je vous engage à aller, c'est pas très loin d'ici, c'est Moulineaux. Hein. C'est 15 minutes, allez. Avec le tram, vous prenez le tram juste à la sortie de la porte de Versailles, 3 stations, et vous pouvez aller voir ce que concrètement l'Intermarché qui est là-bas fournir en matière de prestations. Je crois qu'il est dans certains retail tours organisés par Retail Week. Mais là, pour ceux qui ne pourraient pas, vous pouvez y aller. Et là, vous pouvez voir comment, à la fois avec Thierry, avec Dassault, on est capable de fournir l'intégration d'étiquettes connectées, de systèmes de PLM, de représentation 3D, pour permettre donc de regarder un magasin et de pouvoir faire l'évolution de l'ensemble des stocks et des dispositions en temps réel pour le bénéfice du client. C'est pas très loin, allez-y et vous verrez concrètement
les évolutions technologiques en la matière. Non, c'est vrai que ça vaut le coup d'y aller, je vous le recommande. Troisième acteur de cette chaîne de valeur dont parlait Thierry, Claude France, donc vous êtes directrice générale des opérations de Worldline, donc leader européen, encore un leader européen, on n'a que des leaders autour de la table, dans le secteur des paiements et des services transactionnels. Alors, quel est votre apport dans cette dynamique du commerce unifié qu'on évoque depuis une demi-heure là? Alors aujourd'hui, nous sommes effectivement une société filiale d'Atos à 70%, spécialisée dans le paiement et spécialisée également dans tout ce qui est services en ligne. Nous avons aujourd'hui environ 7000 collaborateurs à travers le monde, plus de 3000 en France, pour un chiffre d'affaires de 1,2 milliard. Alors le retail représente et le service aux marchands, un tiers de ce chiffre d'affaires. Donc c'est un marché très important pour nous. C'est historique puisque Worldline a pris naissance dans les services de paiement. Donc le paiement était clé pour les services de retail. Et aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de fluidifier cet acte de paiement. Donc l'acte de paiement est fluide grâce aux cartes depuis des années, mais le smartphone apporte une nouvelle dimension. Aujourd'hui, il apporte une dimension intéressante parce qu'il permet d'être un lieu de réconciliation entre des informations CRM fidélité et des informations de paiement. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour le paiement, c'est son universalité, c'est d'être accepté par beaucoup d'acteurs et d'être enrôlé par beaucoup de porteurs. En revanche, le fait de le mettre sur le smartphone permet de spécifier ce paiement et de lui donner des synergies avec des applications de fidélité, de CRM, de connaissance client. Donc aujourd'hui, on travaille également à la refonte des plateformes de fidélité, notamment pour Intermarché, pour la Steam, puisque tout ce capital des cartes de feed qui peut paraître ancien dans le monde du retail, mais qui aujourd'hui a une nouvelle vie grâce au digital, est extrêmement importante puisque grâce au smartphone, on va localiser dans un même support les deux informations. Alors, il y a des biens sur lesquels c'est tout de suite très efficient, notamment par rapport à des biens dématérialisés, comme dans l'hôtellerie, puisque sur Accor, on a déployé un wallet. Et ce wallet permet de gérer des informations de réservation, des informations aussi de sécurisation de la carte bancaire. Bon, tout le monde sait que certains grands players américains ont eu des soucis sur les numéros de carte bancaire qui étaient utilisés pour authentifier les clients. Et donc, vu les normes PCI DSS des cartes, il faut absolument préserver la sécurité de ces données. Donc aujourd'hui, le fait d'embarquer ces données dans un wallet et dans un smartphone permet surtout aux acteurs de l'hôtellerie, par exemple, de sécuriser toutes ces données de paiement. Donc ça permet de fluidifier, ça permet de réconcilier des informations du client et ça permet également d'embarquer des données de paiement de façon fluide, mais surtout de façon sécurisée. Nous agissons également donc, sur la dimension service en ligne et les nouveaux magasins. Donc un exemple intéressant, c'est les applications pour Sephora, où on a développé avec Sephora donc un pilote sur le fait de réduire la surface en magasin, mais d'installer une borne et grâce à cette borne, d'avoir grâce au digital la complétude totale de toute l'offre de Sephora. Donc les personnes peuvent choisir en magasin certains produits qui sont à disposition ou commander directement des produits qui ne seraient pas à disposition dans cette surface et les récupérer dans un casier sécurisé le lendemain. Ça, c'est le fameux Sephora Flash. C'est le fameux Sephora Flash. Donc, c'est une expérience pour l'instant. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un beau succès pour Sephora. Ils sont au-dessus de leurs attentes en termes d'usage, en termes de retour sur cette expérience. Et donc, on peut penser que ce nouveau concept de magasin va se déployer rapidement de manière très successful. Enfin, on travaille également donc, sur une dimension un peu différente parce qu'aujourd'hui, quand on a fluidifié l'acte de paiement, quand on connaît mieux le client, il reste un point noir par rapport à la commande en ligne ou par rapport au magasin, c'est la fluidité de l'encaissement et la fluidité de la préparation de commande. On travaille beaucoup sur des applications de picking magasin en e-commerce et on voit bien qu'aujourd'hui, le coût de préparation de commande reste quand même un point noir sur la dimension picking ou sur la dimension logistique industrielle et donc il faut réussir à l'optimiser. Nos équipes R&D aujourd'hui travaillent sur des solutions qui permettraient, notamment par rapport à la dimension picking magasin,
d'améliorer ces technologies-là pour réduire le coût de la préparation de commandes, mais aussi augmenter sa qualité, puisqu'on se rend compte que la qualité d'un hangar logistique géré avec des moyens extrêmement puissants au niveau informatique est souvent plus performant qu'un picking magasin qui est quand même à la merci d'une erreur humaine. Donc on est très loin du paiement là déjà. Vous êtes bien élargi, vous avez bien élargi le domaine d'activité. Voilà, donc aujourd'hui, on est vraiment sur des dimensions à la fois service en ligne, digitalisation, mais toujours à destination du client final, donc plus en B2B2C qu'en back-office côté du marchand et de la façon dont il va gérer, optimiser son magasin. Nous, on essaye de le servir pour qu'il puisse mieux adresser le client final. Quels sont les enjeux aujourd'hui du paiement, les enjeux pour vous? C'est rassurer le consommateur, parce que le paiement, c'est toujours une étape un peu, on va dire, angoissante pour un client. Donc, Alors aujourd'hui, bon, effectivement, l'étape clé du paiement, plus elle est indolore, je dirais, plus elle est... Elle permet d'optimiser le fait de passer à l'achat. Hein. On a bien vu sur tout ce qui est e-commerce, toutes les solutions en paiement Internet qui permettent de payer en one click. C'est des choses qui fluidifient énormément aussi déjà un parcours très fluide qui est un parcours Internet et un parcours smartphone. Le fait d'avoir surtout un endroit où on réconcilie des informations personnelles et des informations de paiement va aussi donner la possibilité au consommateur final d'avoir des informations ou par exemple des promotions directement activables grâce à son smartphone. Donc aujourd'hui, c'est quand même des enjeux importants. Alors plus c'est fluide, plus la sécurité également doit être renforcée parce qu'effectivement, on n'a pas envie que le numéro de carte se promène partout. Donc c'est des enjeux très importants de sécurité auxquels on répond avec l'apanage des technologies HCE, tokenisation et autres. Le paiement mobile, ça en est où aujourd'hui en France versus ce qui se passe à l'international? Dans le salon, là, on voit beaucoup de solutions de paiement mobile. On en parle beaucoup. Comment vous vous positionnez, vous, Worldline, là-dessus? Est-ce que c'est très pratiqué dans la distribution en France aujourd'hui? Est-ce que ça le sera beaucoup demain? Alors, comme toutes les solutions de paiement, le paiement, c'est vraiment une chaîne de valeur avec la poule et l'œuf. Donc, il faut des gens qui soient des porteurs de ces moyens de paiement mobile. Il faut des commerçants qui acceptent ces paiements mobiles. Donc, le fait d'accepter en grand nombre chez des commerçants et d'avoir un grand nombre de porteurs fait qu'à un moment donné, les gens se disent ça vaut le coup finalement d'avoir ce moyen de paiement embarqué sur mon smartphone parce que s'il est accepté dans beaucoup de points de vente et beaucoup de sites, c'est utile et ça permet de remplacer petit à petit ma carte physique. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Il faut savoir que le paiement, c'est des choses qui... moi, j'ai pour habitude de dire, même si dans le monde digital, tout s'accélère, une année paiement, c'est 7 années de la vie courante. Et une année digitale, c'est moins de 6 mois de la vie courante. Il faut attendre 7 ans pour qu'une innovation s'implante. Non, mais aujourd'hui, on fait du paiement... C'est pas mal. On fait du paiement mobile depuis des années. Hein. Je dirais que l'une des premières expériences était Byster avec les opérateurs télécoms. Bon, là, nous avions beaucoup de commerçants, pas suffisamment de porteurs. Il y a des expériences avec les banques, notamment Paylib, où on est également l'acteur de Paylib. On a des expérimentations aujourd'hui avec des distributeurs qui développent leur wallet. Donc là, c'est vraiment cette synergie entre les informations personnelles et des moyens de paiement universels, puisqu'on peut embarquer une carte bancaire, on peut embarquer une carte privative, on peut embarquer un Apple Pay, on peut embarquer un ensemble de systèmes qui sont des systèmes de paiement plus universels et banalisés, mais dans un espace réservé aux distributeurs qui va compléter ces informations de paiement avec des informations personnelles. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est quel est le bénéfice finalement pour le client final. Est-ce qu'il a quelque chose de très utilisé et il va vouloir également l'utiliser lui parce que c'est répandu. Donc cette chaîne de répandre l'usage, elle prend un petit peu de temps. Et après, sur une enseigne précisément, ces technologies de wallet, là, elles lui permettent d'avoir des avantages directement sur une enseigne, ce qu'il fréquente usuellement, souvent. Et donc là, on rejoint ce système mixte entre le paiement, la fidélité, la CRM. Intermarché, ici les Moulineaux, il y a du paiement mobile, hein, je pense. Hein. Il y a du test, ouais. Non? Vous ne savez pas, c'est une colle. Non, c'est une colle. Je ne sais plus, tiens, il me semble, hein, oui, voilà. Il y a ça.
C'est encore quand même très émergent. Enfin, il n'y a encore pas beaucoup de clients qui y recourent. Et puis ça dépend, vous avez dit, à la fois de l'usage et aussi de l'offre. Je ne pense pas que beaucoup de distributeurs proposent le système aujourd'hui. C'est du test. Aujourd'hui, on est encore dans des usages de test. Effectivement, il y a une courbe d'expérience qui prendra un certain temps. 7 ans, j'ai noté. Mais ça a démarré déjà depuis oui, plusieurs je sais bien, années. depuis Donc il y a peut-être plus que 2 ans devant nous. Allez, 5 ans, on va dire. 5 ans. Merci en tout cas pour cet éclairage. 4e acteur de la chaîne de valeur, alors c'est peut-être celui qu'intuitivement on attend le moins, hein, c'est Dassault. Non mais il y a Dassault, puis il y a Dassault Systèmes déjà, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais l'avionneur qui vient se mêler de distribution et de vente de boîtes de conserve, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la révolution de l'expérience consommateur, elle se fait aussi grâce à la technologie 3D, et Dassault est un expert de la 3D depuis très longtemps, puisqu'il l'a utilisé pour modéliser ses avions. C'est un peu ça la base de départ, Philippe Loeb. Absolument. Hein. Donc le point de départ, c'est en effet Dassault Avion qui se dit oula, ce que je fais est complexe, comment j'opère bien tous les jours? Est-ce que je ne pourrais pas utiliser un ordinateur pour visualiser, modéliser? Et puis le point de départ de Dassault Systèmes dans le retail, c'est des gens de Carrefour qui sont allés chez Procter, qui ont dit dis donc, on a vu des magasins virtuels, ça a l'air intéressant ce que fait Procter. On a des problèmes industriels. Et ils sont venus vers Dassault Systèmes en disant est-ce que vous pouvez m'aider à résoudre ces problèmes d'industriels? Et c'est le métier de Dassault Systèmes d'aider des industriels à innover, à résoudre des problématiques. Et les retailers, comme les autres, quelque part, sont des industriels avec des problématiques d'innovation, des transformations. Dans les transformations, très clairement, l'apport de Dassault Systèmes dans cet écosystème, c'est le fait de toucher beaucoup de secteurs industriels. Donc là, vous voyez quelques exemples de gens qui sont des clients de Dassault Systèmes. Évidemment, on n'est pas du tout dans la distribution, avec des gens qui sont en train de réinventer le transport point à point avec des drones volants. En haut à gauche, les gens qui sont au milieu sont des gens qui ont eu le prix Nobel de chimie en 2013. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé des logiciels, en l'occurrence de Dassault Systèmes, pour prédire des effets entre la cellule et des médicaments. Ils ont pu, comme ça, utiliser l'ordinateur pour découvrir un certain nombre de choses. Et ce que vous voyez en haut à droite, c'est l'image d'un partenariat qu'on a avec la ville de Singapour, qu'on aide à se digitaliser. Pourquoi? Parce que la ville, c'est quelque part un organisme vivant. Et le fait de se dire, je suis capable d'avoir une représentation, de voir, de prendre des décisions, d'impliquer les donneurs d'ordre, les citoyens, les visiteurs, etc., autour d'une maquette numérique, c'est le métier de Dassault Systèmes, c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc dans le monde du retail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on cherche à faire, c'est d'aider nos clients à mieux collaborer. Donc la première chose, c'est comment on collabore mieux, comment on collabore entre le magasin et le siège. Et ça, par exemple, ce qu'on voit avec l'Inter de Issy-les-Moulineaux, c'est un super exemple. Parce que maintenant, les gens du siège peuvent se connecter à distance et voir le magasin sans avoir besoin d'y aller. D'ailleurs, si vous n'avez pas le temps d'aller à Issy-les-Moulineaux, vous pouvez aller sur notre stand où vous verrez le magasin virtuel. La visualisation en 3D, qui est très spectaculaire. Mais ce n'est pas le magasin tel qu'il est supposé être ou le magasin tel qu'il était il y a 6 mois, c'est le magasin tel qu'il est maintenant, grâce à la connexion rendue possible par Atos aux étiquettes électroniques. Donc la collaboration, c'est vraiment le point de départ. La représentation, être capable de voir. Le retail, c'est très très physique. Un retailer, il doit être dans son magasin, il doit comprendre, il doit interagir avec les consommateurs. Donc la représentation grâce à la 3D, ça peut être aussi de la 2D, ça peut être d'autres types de représentations. Ça peut être un parcours client, ça peut être un linéaire, ça peut être un concept, ça peut être l'accès au magasin. Ça peut être le fait aussi de naviguer dans le magasin quand le magasin est fermé, grâce au virtuel. Donc des choses qui sont très concrètes et qui ont beaucoup de sens dans la distribution. C'est le fait d'être capable de simuler. Le point de départ avec Carrefour, dans le non-alimentaire, c'était très, très simple. C'était est-ce que ce produit va rentrer sur cette étagère? Et dans le monde de l'alimentaire, c'est quelque chose qui est simple, parce que les produits sont simples. Dans le monde du non-alimentaire, c'est compliqué. Et penser à des pots de fleurs qui vont être imbriqués les uns dans les autres, des accessoires de sport, des choses comme ça. On sait simuler ça. Et donc, on rend la précision de la 3D disponible aux gens du retail qui, jusqu'à maintenant, travaillent dans un monde très imprécis. Beaucoup d'approximations dans cette chaîne de valeur.
et c'est ce que Thierry rend possible d'avoir la précision dans le magasin. Nous, on est plus au niveau de la précision, au niveau du siège. Et puis enfin, et surtout, c'est capable de réagir, comme l'a dit Atos précédemment, réagir très vite en traitant les données, mais aussi en mettant les données dans le contexte. Et c'est ce que fait Dassault Systèmes, être capable de dire je vois le magasin en temps réel et je vois les big data dans le contexte pour prendre une décision. Ça, c'est un scénario B2B. Et demain, pour acheter de manière plus informée, on peut très bien imaginer des scénarios où on va aider un consommateur à mieux comprendre quels sont les produits qui sont les mieux pour lui en venant ajouter dans son champ de vision des informations grâce au virtuel au moment où il est en train de faire les courses. Donc tout ça a beaucoup de sens. C'est quelque chose, évidemment, où on a besoin de travailler en partenaire. Donc là, en effet, on a 4 leaders dans leur domaine. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on voit sur notre stand commun, Atos, Dassault Systèmes, SES Imagotag et Worldline. Et donc, c'est ce magasin virtuel, mais qui est recréé à partir d'infos réelles. Et après, il y a plein de scénarios possibles. Il y a faire du merchandising, donc pensez aux solutions 2D de merchandising. Vous les connaissez. Ça, c'est quelque part, c'est l'avenir des solutions de merchandising. Il y a le fait de rajouter des informations, de collaborer. Ça devient le point de synthèse et l'outil de travail au quotidien. En plus de ça, sur le cloud qui rend le fait d'être disponible partout. Donc c'est une révolution numérique qui correspond pour Dassault Systèmes à avoir appris dans beaucoup d'autres industries, l'appliquer au monde de la distribution et être extrêmement focalisé. C'est pour ça que c'est super aussi de le faire avec les gens d'Intermarché, sur faire des solutions qui marchent, qui apportent de la valeur dans l'expertise industrielle. Ce qui est nouveau un peu, c'est que ces solutions de merchandising par la 3D, etc., ça concernait essentiellement les industriels. C'était eux vos clients ou les clients des logiciels d'avant, Ouais. on en parlait, des vieux logiciels de merchandising. Et aujourd'hui, les distributeurs s'y intéressent et travaillent. Sur quel domaine ils travaillent spécifiquement? Au-delà de l'assortiment, ils révisent leur implantation, ils imaginent oui, le premier sujet, c'est le merchandising. Et la précision dans le merchandising, c'est quelque chose qui a un vrai impact sur le business. On l'a vu avec Intermarché, qui, depuis qu'il est passé sur nos solutions de merchandising, a mesuré une augmentation du chiffre d'affaires de 3 à 6%. Donc le fait d'être précis, ça permet quand même de dégager... 3 à 6%, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça doit leur plaire en tout cas comme chiffre. Voilà, c'est eux qui l'ont dit. Hein. C'est aussi travailler sur la déclinaison, l'adaptation fine au magasin, parce que chaque magasin est différent. Donc là, vous voyez, dans la démo, il y a un pilier au milieu de la démo. C'est comme ça dans le magasin réel. Et donc, il faut s'adapter à ça. Et quelque part, ce type de précision est rendu possible grâce à des solutions 3D. En 2D, ça ne fonctionne pas. C'est travailler sur les concepts. Et puis demain, ça va être la collaboration entre le distributeur et ses fournisseurs. Donc en effet, les fournisseurs ont commencé. Il y a des solutions comme ça chez Unilever, chez Procter, chez General Mills, par exemple, qui utilisent nos solutions en France. Et demain, c'est comme ça aussi qu'ils vont faire de la revue de catégories, la revue d'assortiment, pourquoi pas des salles de collection virtuelles. Et on pense aussi à l'étape d'après qui sera le commerce virtuel. Et le fait de se dire, finalement, plutôt que d'aller sur une page qui ressemble à un catalogue sur Internet, je pourrais utiliser un magasin virtuel pour venir faire des courses. C'est ce qu'on voit déjà sur le stand avec des lunettes 3D. J'y suis allé hier, donc j'ai vu. Effectivement, on pointe sur le produit, on a le détail de l'affiche, etc. On peut commander. On peut imaginer demain être chez soi, immergé en 3D dans un magasin et commander. Ça, c'est pour dans 20, c'est peut-être pas 7 ans, on va faire par 2, 14. Hein, allez, 14 ans. Non, c'est des choses qui sont en train d'arriver. C'est des choses qui sont en train d'arriver. On a nous-mêmes des projets de recherche. Le challenge, c'est que ça marche partout. Pas juste sur un ordinateur puissant pour faire de la 3D, mais on a beaucoup de choses. C'est en train d'arriver, en effet, le commerce virtuel. Est-ce que ça va ressembler exactement à un magasin? Est-ce que ça va ressembler plutôt à un showroom? Est-ce que ça va être quelque chose d'un petit peu entre les deux? On peut imaginer qu'on est chez soi aussi. Hein, absolument, dans son ça placard. peut être chez soi. Ouais. Ça peut être aussi, je suis dans la cuisine et grâce à des lunettes, j'ouvre le frigo et je vois les produits que je pourrais acheter. Et dans ce contexte-là, qui est le contexte où je me dis, tiens, il me manque ça, je fais mon browsing de produits. Donc le virtuel, l'objet virtuel va venir s'ajouter calmement à la vie réelle pour rendre plus de scénarios possibles. Alors là, on rêve un peu, mais j'ai envie de redescendre sur Terre. J'aime bien redescendre sur Terre, dans le carrelage. Concrètement, l'apport de la techno dans un magasin comme l'Intermarché Express. Thierry, en synthèse.
Parce que là, on a parlé de 3 à 5% sur le merchandising, sur le chiffre d'affaires pour ceux qui ont utilisé la techno. Oui, Est-ce qu'on a des impacts déjà, notamment sur les ruptures? Je crois qu'il y avait des chiffres qui étaient assez impressionnants. Non, mais il y a des impacts multiples. Il y a des impacts. Tout à l'heure, Claude parlait de la productivité de préparation des paniers en drive. Les impacts sont massifs. C'est 5 à 10 minutes par panier. C'est plus de chiffre d'affaires parce qu'il y a moins de ruptures, notamment toutes les ruptures apparentes. Il y a un impact aussi sur la connectivité avec le consommateur, sur la capacité de délivrer des coupons, des promotions en surface de vente de façon dynamique. Enfin, c'est très concret. Moi, je ne crois pas du tout que ce sera 14 ans. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Il y a des effets à la fois sur le consommateur, il y a de l'impact sur le consommateur, des impacts sur le lien entre l'e-commerce et le magasin physique. Je crois qu'on a trop vite passé par pertes et profits ce magasin physique, parce qu'évidemment, quand on voit ça, on se dit, mais oui, c'est vrai que le virtuel, c'est quand même ça. Mais le problème, c'est que les tomates ont quand même moins de parfum sur Internet. Et je pense que essayer un maquillage sur Internet, c'est pas facile. Encore qu'il y a des gens qui s'y essayent. Choisir un vin, puis bon, on va pas encore le télécharger. Donc, je crois que le magasin physique, c'est une expérience des 5 sens qui n'a pas d'équivalent numérique. Ça va rester le cœur du commerce. Il ne faut pas oublier que plus de 90% des ventes de détail dans le monde se passent dans des points de vente physiques. Mais le point de vente physique aussi a le droit de s'emparer du digital pour en faire une force. Et il est en train de le faire très très vite. Moi, je trouve que c'est vrai que ça peut paraître un peu futuriste. En fait, ça ne l'est pas. Quand vous écoutez le patron de l'enseigne, de cette grande enseigne française, pour lui, c'est le futur immédiat. C'est améliorer le drive, c'est améliorer l'e-commerce. Demain, vous savez, je pense que chacun peut imaginer que l'e-commerce, ce n'est pas la relation avec une enseigne lointaine, c'est l'e-commerce de proximité. C'est faire ses courses aussi dans son magasin de proximité, qui peut, lui, vous livrer en 15 minutes. Et en plus, c'est des gens que vous connaissez. Quand vous allez c'est un lieu de conseil, c'est un lieu d'expérience, de sociabilité, c'est un lieu d'achat plaisir. Imaginons que les marques en ont besoin aussi, parce que découvrir beaucoup de produits sur Internet, c'est moins facile que dans un magasin pour présenter l'innovation. Donc voilà, je pense qu'on n'est complètement pas dans le gadget d'abord. Ça va arriver parce que les commerçants en ont besoin. Et parce que de la même façon que la domotique change la maison, de la même façon que le numérique a changé l'agence bancaire, de la même façon que la voiture autonome va révolutionner la civilisation de l'automobile, eh bien le numérique va totalement changer le magasin. Mais le magasin, il va rester, il va y en avoir même de plus en plus, sauf qu'il sera fécondé par le digital. Et moi, je pense que, pour conclure, puisque vous voulez une conclusion, je dirais 2 choses. Je suis convaincu va pas conclure tout de suite, quand même, mais allez-y, Thierry. C'est vous qui m'avez parlé. Non. Athos, moi j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur la vitesse. La vitesse, ça doit être quelque chose qui parle aux distributeurs, parce que la réactivité, c'est un truc clé chez eux. Comment vous sentez les choses par rapport justement à vos clients là-dessus? Ce qui est important, c'est véritablement de comprendre les enjeux multiples, les envies du client à l'instant T, de pouvoir y répondre et donc de le fidéliser dans le magasin. Et moi, je pense, et nous pensons fortement, que la technologie, au contraire de ce qui s'est passé peut-être ces 3-4 dernières années, va faire en sorte que moi-même, je vais retourner plus facilement dans un magasin parce que je sais que je trouverai un endroit convivial, hein, Thierry l'a mentionné, mais surtout un endroit où je vais pouvoir avoir mon choix de consommateur. On parlait tout à l'heure d'applications mobiles. Grâce aux étiquettes intelligentes et mon smartphone ou ma tablette, je vais pouvoir connaître tout de suite, instantanément, si ce produit il contient du gluten, il ne contient pas du gluten, s'il y a des particules qui sont néfastes pour ma santé, donc de pouvoir avoir une information qui m'est personnelle. Et donc, une plus grande confiance dans l'accès, je dirais, à l'information qui m'est, à l'instant où je suis dans le magasin, nécessaire. Et pour cela, comme on le disait avant, avoir la gestion temps réel de toutes ces informations, adaptée à chaque situation individuelle du client, c'est là-dessus que nous, on doit se focaliser, parce que derrière, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent quand on est un distributeur au niveau du chiffre d'affaires, la gestion des stocks, la gestion des produits qui peuvent être périmés et sur lesquels je peux avoir des actions commerciales, etc., etc.
Et donc notre rôle, c'est véritablement de dire, aujourd'hui, il n'y a plus d'incapacité technologique à apporter ces informations en temps réel ou en pseudo-temps réel. Je reviens sur les Jeux Olympiques pour bien comprendre, parce que peut-être que c'est illustratif. Entre le moment physique où l'action se déroule et le moment où nous, on la voit tranquillement dans notre fauteuil, il y a entre une demi-seconde et 1 seconde et demie. Aux États-Unis, c'est même un petit peu plus, parce que les États-Unis, ils utilisent ce temps... Ils sont lents, vous voulez dire? Non. Pour pouvoir mettre un peu plus de publicité. Non, mais c'est pour voir la publicité. Et donc, ce qui est important, c'est que si vous maîtrisez cette technologie, si vous maîtrisez le temps, vous pouvez faire des ajouts commerciaux. Vous pouvez donc apporter de la valeur ajoutée, mais que la valeur ajoutée gagnante à la fois pour le client et pour le distributeur. Le temps, c'est une donnée clé pour la distribution. Il nous reste... Je voudrais simplement terminer, parce que c'est important de le préciser. Il y a un autre principe que vous avez étudié quand vous étiez jeune étudiant, jeune lycéen, qui est... je vais voir si j'ai étudié ça. Qui est le quantique. Tout le monde a entendu parler de la mécanique quantique, de la physique quantique. Et bien aujourd'hui, on commence à être dans une période, dans le temps décrit par Claude, où ça va devenir une matérialité. C'est-à-dire qu'on ne va plus être uniquement dans des phénomènes comme le laser, mais dans l'ensemble du traitement de l'information, on sera au niveau du quantique, c'est-à-dire au niveau de la vitesse de la lumière. C'est impressionnant. En attendant, il nous reste 10 minutes. Donc là, ce n'est pas du quantique, c'est assez tangible. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des questions. Mademoiselle, levez-vous, présentez-vous. Bonjour, Marianne Sesto-Vincent, je suis étudiante en école de commerce et je voudrais savoir quand pensez-vous que les magasins auront complètement adopté les solutions que vous développez et est-ce que vous remarquez une différence dans l'adoption de ces solutions en fonction de la position géographique des magasins? Excellente question. Quand? Enfin, c'est déjà maintenant, mais qui répond? Je n'ai pas compris la deuxième partie, la position géographique des... Oui, est-ce qu'il y a une différence dans l'adoption de ces solutions en fonction de la position géographique des magasins que vous équipez? C'est-à-dire rural, urbain Oui, voilà, exactement. Ah, alors, oui, il y a une différence. C'est vrai que, en particulier quand on choisit les magasins pilotes où on innove, on essaie de choisir quand même des magasins qui ont une population qui est peut-être assez digitale. C'est vrai qu'ici, les Moulineaux, de ce point de vue-là, était un bon exemple. Cela étant, ça dépend si on parle de digital consommateur ou de l'utilisation du digital pour améliorer la performance du magasin. Je prends un exemple, l'amélioration des planogrammes, donc le fait de pouvoir savoir à chaque instant quels sont le nombre de facings de Coca-Cola qu'il y a dans les magasins Intermarché ou Système U ou Leclerc cette semaine. Par exemple, c'est une information intéressante, vous ne l'avez pas, personne ne l'a, il faut envoyer des inspecteurs pour le savoir. Bon, là, c'est du digital qui sert à tous les magasins, de la France profonde, des petits villages, à tous les magasins, parce que c'est exactement le même enjeu pour la marque. Donc, il y a une différence. Pour tout ce qui touche le shopper, le consommateur, s'il est très équipé, très digital, on va voir un marché passionnant en Chine, parce qu'on ne parle pas beaucoup de la Chine, mais la Chine est un marché digital fascinant. Tout le monde a son smartphone, tout le monde fait plein de choses avec son smartphone. Et donc les usages des étiquettes intelligentes, qui pour nous est un marché naissant en Chine, vont être très différents parce que c'est un pays incroyablement digital. Bon. Donc il y aura des différences géographiques, des différences démographiques, des différences entre la ville et la campagne. Hein, d'ailleurs, c'est normal. Mais enfin, politique, Thierry a répondu à la deuxième partie de la question, mais pas la première. Quand? Oui, parce que je ne l'ai pas entendu. Il y a un peu d'acoustique dans cette salle. Moi, je n'ai pas entendu. Quand on aura toutes ces solutions en magasin de manière un peu généralisée? Alors, je prédis que ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite que tout ce que tout le monde pense. Moi, j'ai un chiffre à vous donner. On a mis 15 ans à atteindre un certain niveau de pénétration sur l'étiquette digitale en France. On a mis 5 ans dans la deuxième région du monde qui s'est équipée, qui a été la Scandinavie. Un de nos clients scandinaves est dans la salle, je le salue. 5 ans. Et je crois qu'on va mettre encore moins de temps en Allemagne et encore moins de temps aux États-Unis et ça va être fulgurant en Chine. Donc tout s'accélère. Donc la réponse, c'est d'abord
il n'y a pas de réponse parce qu'il y a tellement de solutions digitales qui vont naître dans les années qui viennent. Mais en tout cas, des premières révolutions, il y en aura dès l'année prochaine dans beaucoup de magasins. Et quand je parle de beaucoup de magasins, c'est des centaines. Un avis là-dessus Claude. Claude. Moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu beaucoup de pilotes en 14, 15 et 16. Donc 2017 devrait voir des généralisations. Donc forcément, on aura une année 2017 en termes de volume beaucoup plus significative que les 3 dernières sur ces technologies digitales. Je suis d'accord. Et l'accélérateur, c'est parce qu'il y a de la valeur. Donc voilà, il y a des augmentations de revenus, il y a des améliorations de marge et de la productivité. Des technologies qui marchent, on n'est pas du tout au stade du prototypage. Donc ça, c'est le. C'est des interlocuteurs très concrets, donc quand il y a du chiffre devant, la décision ça avance. Une autre question peut-être dans la salle? Très rapide. Moi j'en ai une en attendant que quelqu'un se manifeste. J'en ai une pour Claude France. Alors on est redescendu sur Terre, j'aimerais bien qu'on remonte un peu. Faites-nous rêver, le paiement de demain c'est quoi? C'est le paiement avec les yeux, c'est le paiement avec le pouce, c'est quoi les technos sur lesquels on travaille et qui vont faire qu'on aura un autre Intermarché Express dans 7 ans qui sera vraiment étonnant? Alors, je pense que déjà aujourd'hui, bon, ça sera quand même encore plusieurs moyens de paiement. Il faut savoir que le paiement est générationnel. Donc, ceux qui ont connu beaucoup la carte continueront à avoir une carte même en tant que deuxième moyen de paiement. Le cash, même encore beaucoup voilà, en France. Il y a encore du cash, il y a encore des chèques, il y a encore beaucoup de choses. Les différences géographiques aussi sont marquantes, notamment en Allemagne et en Europe du Nord, on est beaucoup sur du virement-prélèvement. Donc c'est une autre façon de payer et ça a fluidifié les actes, notamment sur Internet, et ça peut les fluidifier demain sur smartphone. Je dirais que la biométrie a été essayée, notamment dans le monde de la distribution. Ça a laissé... Ils sont très friands de techno-paiement, hein, les distributeurs, finalement. C'est des bons clients pour vous, disons que si pour vous la voulez, R&D en tout cas. C'est un moyen d'évangéliser aussi le consommateur. C'est les premiers évangélisateurs du consommateur. Et notamment, si vous voulez, par rapport au fait qu'il puisse y avoir une accélération, il faut qu'il y ait une accélération dans tous les domaines. Imaginez demain un monde où le ticket de métro est dématérialisé complètement. Le ticket de train, c'est déjà fait. Le chèque restaurant est totalement dématérialisé dans le smartphone. Beaucoup d'usages sont dématérialisés. Les gens auront pour habitude, en premier lieu, de sortir le smartphone avant de sortir la carte ou avant de sortir du cash ou avant de sortir un chéquier. Donc forcément, les moyens de paiement se multiplient. Ils ne se substituent pas du jour au lendemain les uns aux autres. Ils correspondent à des usages, mais plus on aura un environnement réglementaire qui fera que les gens sont habitués à utiliser leur smartphone dans différents cas de vie quotidienne, et notamment pour un acte d'achat, que ce soit un acte d'achat physique dans le retail ou dématérialisé comme le transport et un ensemble de titres réglementaires, ça sera beaucoup plus fluide et répandu qu'aujourd'hui. Le smartphone, la nouvelle télécommande de la vie de demain, du quotidien de demain, c'est ce qu'on voit de plus en plus. L'organisation me dit que c'est terminé. Juste peut-être un petit mot de conclusion, juste un constat en fait. On a 4 acteurs là qui sont présents. C'est 4 acteurs français. On parle de la distribution française qui est pionnière finalement dans tout un ensemble de domaines, hein, la data, la 3D, le paiement, l'étiquette électronique, puisque ça a quand même été parmi les premiers à se lancer dans le domaine, même si ça a mis du temps, 15 ans. Donc 4 acteurs français, voilà, la French Tech est au top finalement. Voilà, bravo à tous les 4. Merci beaucoup et venez nous voir sur le stand. Merci. Et merci aux courageux spectateurs d'avoir affronté la chaleur tropicale de cette salle. Nous, on a la clim, ça va, mais vous, ça doit être très dur. On espère que personne n'aura de bronchite cet après-midi à cause de la chaleur. Merci en tout cas pour cette table ronde. Merci Jérôme pour l'animation. Et on vous invite d'ailleurs tous à vous abonner à LSA qui parle de tous ces sujets tout au long de l'année, n'est-ce pas Jérôme? Comment on a pu oublier ça? Merci en tout cas. N'hésitez pas à quitter la salle en utilisant la porte arrière gauche. La porte arrière gauche. Et à poster vos commentaires, vos réactions enthousiastes sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose après. En utilisant les hashtags EquipeMag et ECP.